Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous arrivons au 125e Citrep, nous sommes le 26 janvier et ben, comme tu l'as craint, comme nous l'avons craint, le bilan est en aggravation nette, encore une fois. Là, c'est pas exponentiel, mais enfin bon, on s'en rapproche quand même, hein. Oui, bah oui, puisque du 19 au 25 janvier 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 105 reprises, donc on est 50% de plus que la semaine dernière. Une petite hausse quand même. Oui, oui, bah oui. Durant lesquelles elle a tiré 65 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc un peu moins, mais par contre, on avait parlé de ces 35 obus de chars d'assaut qui avaient été tirés entre le vendredi et le samedi, qui donc sont comptés dans le bilan de cette semaine-ci. Si on rajoute toutes les munitions de calibre inférieur, on arrive à un total de 928 munitions, soit là aussi 50% de plus que la semaine dernière. Eh bien, donc tout ça évidemment, alors on va faire une petite parenthèse tout de suite sur ce qui se passe contre le Venezuela actuellement. Ouais. Parce que bon, là évidemment, comme par hasard, et on n'arrête pas de le dénoncer, les chancelleries occidentales, en particulier allemandes et françaises, sont absolument silencieuses quant à cette affaire, puisque c'est quand même une violation répétée, musclée des accords de Minsk, du cessez-le-feu, même de la Convention de Genève, puisque bon, on avait parlé de ces tirs contre stations de pompage, voilà. etc. Là, ils sont bien silencieux. Par contre, quand il s'agit d'aller pousser un petit putsch, un Maïdan à la vénézuélienne, là, on lit des déclarations où on a besoin de se pincer pour vérifier qu'on n'est pas en plein cauchemar. Ouais. C'est, je dirais, entre Macron qui soutient les marcheurs vénézuéliens, quand tu vois comment ils traitent les gilets jaunes en France et qui parlent d'élections illégitimes de Maduro, enfin, mon gars, regarde-toi dans une glace, t'as été élu par bien moins de pourcents de gens inscrits que Maduro. Et puis la si manière, Maduro est illégitime, Macron est illégitime. Je veux dire, là, ils sont vraiment dans deux poids deux mesures tellement outranciers que ça se voit. Les gens se foutent de la gueule de Macron. Sur Twitter, entre autres, et ailleurs, sur d'autres réseaux sociaux. Il se fait déchiqueter. Ouais, il se fait déchiqueter. Ah ouais, complètement. Puis je parlerai même pas de Le Drian, là, qui nous a sorti, qui a appelé Maduro à ne pas réprimer l'opposition. Les gens lui ont rappelé gentiment le sort de centaines de gilets jaunes blessés, ceux qui ont été gravement mutilés, et qui ont gentiment rappelé à M. Le Drian qu'il ferait mieux de balayer devant sa porte avant d'ouvrir sa gueule concernant ce qui se passe au Venezuela. Je pense que ça résume bien. Je veux dire, quand on soutient des néo-nazis à Kiev, on accueille des gars comme Andriy Paroubi en grande pompe à Paris, qu'on ferme les yeux sur toutes les violations du cessez-le-feu, etc., qu'il y a en Ukraine, qu'on a soutenu le Maïdan, qui est donc un putsch, un coup d'État, et qu'on vient parler de démocratie, de légitimité d'élection, etc., fermez-la, mais définitivement. Que ce soit Macron, Le Drian ou tous les autres, mais fermez-la, mais à tout jamais. Vraiment, parce que vous êtes en train d'énerver beaucoup de monde. Plus vous ouvrez votre gueule et plus vous énervez les gens, parce que les gens se rendent bien compte qu'entre ce que vous racontez et ce que vous faites en interne, c'est même plus le Grand Canyon, là. Là, c'est les canyons martiens, là. Tu vois qu'il faut aller chercher pour atteindre des distances pareilles. Et franchement, là, c'est du foutage de gueule, mais du foutage de gueule. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui est intéressant les États-Unis au Venezuela, il n'y a pas que le pétrole, donc le Venezuela est quand même un très gros exportateur de pétrole, mais pas seulement. Avec d'énormes réserves, d'énormes réserves de pétrole. Ils ont des très grandes réserves d'or qui, semble-t-il, vont leur permettre de devenir les premiers producteurs d'or mondiaux, ou parmi les premiers en tout cas. Ils ont aussi du coltan, qui est l'une des terres rares dont on a besoin pour nos charmants smartphones, etc., etc. Donc de quoi aiguiser effectivement les appétits et les dents de pas mal de néoconservateurs américains. Pour ceux qui me rétorquent que la situation au Venezuela est déplorable, que la population crève de faim, je rappelle que le Venezuela se prend des sanctions et des contre-mesures économiques de la part, des mesures économiques restrictives de la part, entre autres, des États-Unis depuis un bon moment, dont le but justement est de renverser
renverser le gouvernement. Le gouvernement. Ça fait des années que en fait l'opposition, qui entre autres bénéficie de soutien parmi les oligarques vénézuéliens, donc les milliardaires, ont fait mainmise sur les médias et qu'ils font tout en fait pour saborder l'économie du pays. D'accord ? C'est les famines, les pénuries, tout ça, c'est lié à des influences extérieures qui n'ont rien à voir avec la gestion des autorités vénézuéliennes. C'est-à-dire on fout le bordel et puis après on accuse les autorités d'être responsables. Donc il y en a certainement une partie dont effectivement sont responsables les autorités, mais il y en a une partie qui est issue d'interférences extérieures. Hein, voilà, donc je rappelle que l'ingérence dans les affaires internes d'un pays est interdite par la charte de l'ONU. J'aimerais bien que les trous de balles qui sont à la tête des États-Unis, du Canada et des pays du cartel de Lima ainsi que de l'Union européenne, ça peut-être bien de s'y replonger dedans un petit coup, ça serait pas mal parce qu'il y en a un petit peu ras le cul que vous semiez la guerre et la désolation un petit peu partout. Mais là, occupez-vous du cul. Voilà. Et là, en plus, il semble que les Russes soient particulièrement déterminés à empêcher toute action militaire. Oui, non, mais là, c'est bon, ils en ont assez goûté, quoi. Je veux dire, ils ont dû aller remettre de l'ordre en Syrie. Ils ont une guerre civile à leur porte avec la guerre qu'il y a ici dans le Donbass. Ça suffit, quoi. Là, ils disent stop. Là, c'est ce que j'ai dit. La patience russe est arrivée à bout. Là, ils sont en train de taper du poing sur la table. Lavrov l'a clairement dit. Hors de question qu'il y ait une intervention militaire au Venezuela. Sinon, de toute façon, enfin, je veux dire, les deux Tupolev 160 qui sont venus. Oui. Il y a quelques temps en arrière au Venezuela, étaient là pour porter un signal fort. La Russie soutiendra le Venezuela. Et elle ne sera pas la seule. Je veux dire, là, le Venezuela est quand même soutenu actuellement par la Chine. Hein, par plusieurs pays, donc la Russie, la Chine, le Mexique, Cuba, il y en a eu encore d'autres, je crois le Pakistan aussi, la Turquie. Turquie aussi. Bon, je veux dire, la Chine, c'est pas un petit pays, quoi. Je veux dire, tu peux pas trop. Voilà. Non, je crois que Trump est en train de s'engager dans un couloir qui va se refermer sur lui. Hein. Ah bah là, enfin, je veux dire, c'est de la folie. Enfin, je veux dire, c'est du grand délire, du grand n'importe quoi. En plus, je veux dire, quand Maduro a révoqué donc les ambassadeurs américains, Trump qui refuse de les faire revenir. Enfin bon, là, on nage en plein délirium tremens. Ça, c'est pas de la réelle politique. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du porte-nawak. Tu vois, on se croirait dans une partie de Camoulox, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est quoi ce délire, putain. Oui, ils font n'importe quoi, hein. Je crois que c'est... Je dis puissance nucléaire qui est en train de taper des délires comme ça, mais vous allez pas bien, quoi. Mais vous avez fumé quoi? Je soupçonne Poroshenko d'avoir livré des chocolats des stocks encore de chocolat magique, je ne sais pas. Bon, en tout cas, si on revient à tout ce qui est bombardement ici, en espérant qu'il n'y aura pas, qu'il n'y aura pas de déclenchement de guerre civile au Venezuela avec toutes ces conneries. Bah oui, bien sûr. Donc les tirs de la semaine ont touché 18 localités de la République et il faut y rajouter les 13 violations et 69 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces tirs ont fait cette semaine un mort parmi les soldats de la RPD et un autre soldat a été blessé. Et on a eu une habitation qui a été endommagée la nuit dernière à Gorlovka. Et alors, c'est le retour des listes à l'après-vert de l'OSCE. Puisque l'OSCE enregistre de nouveau, côté ukrainien, de grandes quantités d'armes lourdes qui sont non seulement absentes des zones de stockage, mais d'autres sont aussi présentes près de la ligne de front. Donc je rappelle en violation des accords de Minsk. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que les listes concordent pas. C'est-à-dire, on a des pièces qui sont sur le front, qui sont pas notées absentes des stocks. Oula. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a des pièces qui n'ont pas été déclarées. D'accord. Ou qui ont été fraîchement amenées depuis d'autres régions d'Ukraine. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous allez vous retrouver avec deux listes assez différentes. D'accord. Ainsi ont été notés comme hors des zones de stockage prévues donc par les accords de Minsk 132 pièces d'armement lourd. Ça commence à faire. Hein. On n'est pas au record, mais... C'est pas encore la période des labours pourtant. Hein. On a entre autres 12 obusiers automoteurs MSTA S de 152 mm, un obusier tracté MSTA B de 152 mm aussi. C'est pas du petit calibre. Hein. Ah bah non.
44 obusiers automoteurs Gwozdika de 122 mm, 9 lance-roquettes multiples grades de 122 mm aussi, 29 obusiers D30 de 122 mm, 3 canons anti-char Rapira de 100 mm et 34 mortiers de 120 et 82 mm. Et donc, ont été notés comme présents près de la ligne de front, donc là aussi en violation des accords de Minsk, puisque je rappelle que toutes ces pièces d'armement lourd doivent se trouver à plus de 15 km minimum, 35 pour les lance-roquettes multiples de gros calibre. Là, c'est 80 pièces qui ont été notées. On a 8 obusiers automoteurs AK-7 152 mm, qui eux sont pas notés donc comme étant absents des stocks, donc ça veut dire qu'ils ont été amenés soit d'ailleurs, soit pas déclarés. 31 obusiers automoteurs Gwozdika de 122 mm, 18 lance-roquettes multiples grades de 122 mm, donc là on en a 9 de plus que ceux qui sont absents des stocks. 12 canons anti-char Rapira de 100 mm, donc on en a 9 de plus que ce qui est marqué comme absent des stocks. 8 chars d'assaut T-64, alors eux ils sont pas notés comme absents des stocks, donc ils sortent d'où, on sait pas. Et 3 systèmes de défense anti-aérien OSA, donc eux aussi ils sont pas dans la première liste, donc d'où ils viennent? Grande question, mais enfin en tout cas avec tout ça il n'y a pas de quoi être très rassuré sur la suite des événements. Ah bah non. Yeah. Non, parce que ça fait, si on compte, si on ajoute les 132 avec ce que tu viens de dire, on dépasse ce qu'on avait... Il y a certainement des pièces des 80 qui sont près de la ligne de front qui viennent des 132 qui sont hors des stocks. Donc on peut pas les ajouter. Mais il y a des pièces qui sont dans la deuxième liste qui sont pas dans la première. Donc ça pose question. Ouais. Parce que normalement, le matériel qui est dans la zone de conflit doit être normalement totalement déclaré. Donc là, on se retrouve avec des trucs un peu... Alors, on avait parlé de ces attaques à répétition contre la station de pompage de Vassilievka. Ah oui. On reprend les mêmes, puis on recommence. Alors, après avoir tiré sur le camion et les employés, après avoir tiré sur les voitures des employés, et bien, dans la nuit du 22 au 23 janvier, l'armée ukrainienne a tiré au lance-grenades automatique sur la station de pompage elle-même. On rappelle qu'il y a 200 tonnes de chlore, hein, que ça représenterait un accident... Ça, non, c'est ce qui est dans la station d'épuration, qui est un petit peu plus au sud. Mais dans celle-là, il y a aussi du chlore, et ils ont réussi à endommager le bâtiment où est stocké le chlore. Ah bah, c'était donc l'objectif. Okay. Voilà. On mettra des petites photos prises par le Centre de conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, donc fourni par la représentation de la RPD au sein du CCCC. Qui a fourni tout ça. Donc d'après les informations du CCCC, l'armée ukrainienne a ouvert le feu sur la station de pompage de Vassilievka dans la nuit du 22 au 23 janvier, endommageant le hall d'entrée, la salle électrique et la pièce où est stocké le chlore servant à la désinfection. C'est magnifique. Bien sûr, il y avait une équipe des employés de la compagnie ou du Donbass sur place, puisqu'ils font les 3-8, pour assurer le fonctionnement permanent de la station de pompage. Heureusement, aucun n'a été blessé. Ils ont dû aller se réfugier dans les abris anti-bombardement. D'après les informations recueillies par le CCCC sur place, on mettra une petite carte. Les tirs auraient été effectués donc à l'aide de lance-grenades automatiques depuis les positions ukrainiennes situées au nord de Vassilievka, près de la localité de Novosielovka Druga. Au total, c'est 4 grenades qui ont atterri sur le territoire de la station, laissé des jolis petits cratères qui peuvent être analysés par le CCCC pour déterminer et l'arme et la direction d'origine des tirs. Je rappelle que cette station de pompage alimente en eau non seulement une partie du territoire de l'RPD, mais aussi une partie du territoire qui est sous contrôle de l'armée ukrainienne. Que si elle s'arrête de fonctionner, on a 1,3 million de personnes privées d'eau. C'est des méthodes de libérateurs, ça, voyons. Écoute, je pense que, de toute façon, le jour où ça s'interrompt, ça devrait être assez rapide à réparer parce que les observateurs de l'OSCE se retrouveront sans douche. Ah oui, ça c'est embêtant. Puis mettre de l'eau dans le pastis, ça sera terminé, donc. Voilà. Voilà. Forcément. Donc, je rappelle quand même que viser une infrastructure civile, surtout une infrastructure civile vitale comme une station de pompage, est un crime de guerre interdit par la Convention de Genève, signée pourtant par l'Ukraine. Magnifique le respect des accords internationaux. Et personne, évidemment, dans le camp occidental, ne fait quoi que ce soit pour forcer Kiev à respecter ses engagements. Non, ils préfèrent s'occuper de ce qui se passe au Venezuela. Ben oui, forcément. On ne peut pas tout faire en même temps. Et faire un débat national débile avec la Marlène Schiappa, là.
Madame, je t'écris des bouquins, olé olé, dont je fais la promotion avec le... Comment dire, hein, ses collaborateurs qui faisaient la promo de ça sur Twitter pendant leurs heures de travail. Ah oui. Ah oui, personne n'a rien trouvé à dire. On est dirigé par des champions, hein, ça fait aucun doute. Hein. Et elle va aller faire ça chez Hanouna en plus. Ah bon. Le niveau, c'est même plus zéro absolu là. Là c'est... Non, c'est même en dessous du niveau du zéro absolu de l'intelligence. Eh oui, ils sont pas prêts de partir, c'est ça le problème. C'est qu'ils s'accrochent bien au pouvoir. Hein. Oui, comme une bande de morbacs. Bon, alors il y en a plein qui m'ont demandé les nouvelles au niveau économique, dont je vais parler principalement donc de la RPD. C'est là où j'ai le plus d'infos. C'est très difficile d'obtenir des chiffres, je tiens à vous avertir. C'est extrêmement compliqué. Parce que tout simplement, du fait que nous sommes toujours en situation de guerre, un certain nombre d'informations qui peuvent être considérées comme importantes et vitales ne sont pas divulguées. C'est le cas du budget de l'État. On ne va pas offrir à l'adversaire des moyens de connaître les faiblesses, entre guillemets, pour pouvoir les exploiter. Ça, hein. Donc, ce que je vais vous livrer, c'est ce que j'ai réussi à trouver. J'y ai passé du temps. Hein. J'ai passé comme partie de l'après-midi pour trouver les informations. J'ai vraiment dû fouiller. En tout cas, cette année-ci, pour la première fois de leur histoire, les RPD, mais aussi les RPL, j'ai vu que les RPL c'est le cas aussi, donc la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, ont voté pour la première fois de leur histoire, certes courte, mais histoire quand même, un budget national annuel. Voilà, donc ça a été annoncé entre autres pour la RPD par la ministre des Finances, Yana Chaousova, qui a souligné que grâce aux efforts conjoints des ministères concernés, il a été possible d'approuver un budget annuel pour la première fois en 2019. Cette planification à long terme améliorera et simplifiera les mécanismes existants en termes de budgétisation. Donc comme je l'ai dit, les rentrées et sorties de ce budget ne sont pas divulguées à cause de la situation militaire. Mais je sais qu'on n'est pas loin des 50% de redistribution qui vont dans le social, c'est-à-dire les retraites, les allocations familiales, etc., etc. quoi. Donc les bourses pour les étudiants, tout ça, quoi. Donc on a un budget qui est très social. Ça, je sais que ça a toujours été. Je rappelle que jusqu'en 2016, le budget de la RPD était élaboré de manière mensuelle, hein, parce qu'on avait des combats intenses et des conséquences assez lourdes du blocus économique imposé par l'Ukraine, on ne pouvait pas faire mieux. Ensuite, on était passé à une planification trimestrielle quand la situation économique s'était stabilisée. Donc là, pour la première année, on a fait un budget annuel. Donc ça, c'est une grande nouveauté pour nous et pour la RPL. Et c'est super parce que ça montre que on avance, quoi, hein, qu'on progresse. Alors, je vais faire un petit bilan, hein, donc vite fait, de 2018 et les perspectives pour 2019. Je vous mettrai pas les sources parce qu'il y a 36 000 articles, ça va être imbitable. En 2018, on a ouvert en RPD 34 nouvelles lignes de bus, soit qui ont été ouvertes, soit qui ont été prolongées, des lignes où on a rajouté des stations supplémentaires plus loin. On a eu 14 lignes permanentes, 20 saisonnières, entre autres pendant l'été, pour aller à la plage à Sidovo. Donc, suite au fait qu'ils ont reconstruit plein d'installations pour accueillir les gens à Sidovo pendant l'été, ils ont aussi rajouté des lignes de bus pour pouvoir amener les gens, parce que ici, beaucoup de gens prennent les transports en commun. Durant la même période, 130 000 mètres carrés de routes ont été réparés, principalement sur les grands axes, et on prévoit de refaire 170 km de route en 2019. Niveau transport en commun toujours, 110 trolleybus et tramways sont aussi passés par la case rénovation, sans parler du lancement l'an passé, je le rappelle, de la chaîne de production de nouveaux tramways, donc quand ils sont en cours de production. Oui, très joli. Les premiers ont été testés, j'en ai vu circuler une fois, vite fait, mais j'étais en voiture, donc j'ai pas pu m'arrêter pour le prendre en photo. Mais ils ont commencé tout doucement à être mis en test et en circulation. D'accord. On parlait de budget en 2018, donc le montant total des pensions versées aux retraités s'est élevé à plus de 38 milliards de roubles reçus par plus de 672 800 retraités à travers la République. Par rapport à 2017, la retraite moyenne a augmenté de 10,6%, passant à 4 919 roubles. Bon, c'est pas énorme, hein. Faut quand
quand même dire ce qui est. C'est-à-dire, c'est quand même un niveau comment je dirais, de revenus qui est lié à la guerre. Hein. Si c'était pas la guerre, c'est facile d'imaginer que les montants seraient plus élevés. Hein. Seraient plus élevés. En tout cas, de toute façon, les retraites vont continuer à être revalorisées au fur et à mesure que le budget de l'État augmente et permet en fait ces augmentations. Donc, plus on arrive à relancer des usines ou des entreprises, plus il y a des rentrées au niveau des taxes et plus on peut redistribuer, hein, tout simplement. Puis ça revient dans le circuit. Parce que les gens consomment, hein, c'est pas. Les gens consomment, c'est ça. Ils font pas d'évasion fiscale, eux. Hein. Non, pas vraiment. Non, c'est pas trop possible ici. Voilà. En 2019, il est prévu de réparer. Donc c'est le ministère des Transports qui a annoncé ça. Hein, prévu de réparer 210 pièces d'infrastructures ferroviaires. Plus de 1000 ont été réparées l'année dernière. Il faut savoir que depuis le début du conflit, 1376 infrastructures ferroviaires ont été endommagées ou détruites en RPD. Donc on aura presque tout réparé. De janvier à novembre 2018, donc j'ai que pour 11 mois. J'ai pas encore les chiffres complets pour les 12 mois, mais les 11 premiers mois de 2018, plus de 7,3 millions de tonnes de charbon ont été extraites en RPD, ce qui représente 114,5% de l'objectif qui avait été fixé avant le début d'année. Donc au bout de 11 mois, on avait déjà dépassé l'objectif, donc ça veut dire que, puis bon, j'ai vu que vite fait qu'il y a une des mines qui produit le plus qui va augmenter sa production de 40%. Là, ils ont découvert un nouveau filon. Ah oui. Filon, et donc là, ils sont en train d'augmenter leur capacité. D'accord. En termes de services bancaires, en 2018, on a eu 33 nouveaux terminaux de retrait et 86 terminaux de self-service de la Banque centrale de la RPD qui ont ouvert dans la République, portant le total à 186 terminaux de retrait et 188 terminaux de self-service. Donc, les gens peuvent payer leur téléphone, leur internet, etc. Et ces terminaux, c'est vachement pratique. Les paiements sans cash se développent aussi. Puisqu'en 2018, les gens ont payé avec leur carte de la Banque centrale pour un montant total de 1,4 million de roubles, soit presque le double de l'année précédente. Donc ça peut sembler des petits montants, mais ça se développe bien. Je vois effectivement qu'il y a de plus en plus de terminaux de paiement dans les supermarchés, même dans des magasins un peu plus petits. Ça commence maintenant à apparaître partout. Avant, t'en avais que dans quelques magasins. Et là, ça commence à bien apparaître, donc ça, c'est une bonne chose aussi. Comme on a assez peu de cash, puisqu'on dépend de l'émission de roubles russes, puisque nous ne produisons pas nous-mêmes notre monnaie. Oui, forcément, oui. Donc, c'est clair que les paiements sans cash sont en train d'être privilégiés, pour des raisons évidentes. Donc, ça va, je pense, continuer à se développer à grande allure là, dans l'année qui vient. Banque centrale qui a assuré d'ailleurs des paiements hors compte pour un montant total de 22,8 millions de roubles l'an passé. Donc ça c'est pour les gens qui n'ont pas de compte pour pouvoir payer des taxes, des frais administratifs, des choses comme ça. Donc moi par exemple quand j'ai fait dédouaner et immatriculer ma voiture ici, entre autres j'avais été faire les paiements pour tous les frais administratifs, les frais de douane, etc. à la Banque centrale. Voilà. Okay. Donc c'est des choses qui passent par la Banque centrale, et donc là la législation bancaire vient d'être changée là cette semaine, la semaine dernière. Donc ça y est, pour autoriser l'installation de filiales de banques étrangères dont la licence sera octroyée par la Banque centrale. Donc c'est pour permettre à cette fameuse banque commerciale Sud-Ocet de venir s'installer pour pouvoir accorder des crédits aux entrepreneurs et aux entreprises de la République. Donc ça aussi, ça avance. Ça avance bien. On en avait parlé, donc il y avait eu un accord de principe qui avait été fait, mais ça y est, fin décembre 2018, les barrières douanières ont été abolies entre la RPD et les RPL. Il n'y a désormais plus de taxes sur les produits importés de RPL en RPD et vice-versa. Il n'y a non plus de limite. Si les gens emmènent de la nourriture ou des trucs avec eux, il n'y a plus de limite non plus. Actuellement, à cause de la hausse des prix du pétrole, des discussions sont en cours dans les deux républiques pour baisser une fois de plus, voire supprimer temporairement, les assises sur les produits pétroliers pour limiter la hausse du prix à la pompe. Concernant le développement économique des RPD, alors pour 2019, il est prévu que les ventes de produits fabriqués en RPD devraient atteindre les 115 milliards de roubles, soit 1,528 milliards d'euros. Ça commence à devenir pas mal.
Entre autres, il est prévu d'augmenter la production industrielle de la République de la façon suivante: 18% d'augmentation pour la fonte, 22% pour l'acier, 24% pour le laminage des métaux, 10% pour le coke, 15% pour les ventes de produits industriels. Donc, le coke, c'est un truc de... C'est pas de la drogue. Je précise. Oui. C'est noir, c'est pas blanc, c'est noir. Ah. Voilà. De nouvelles lignes de production devraient aussi être lancées cette année, en plus de l'augmentation de la charge des usines déjà fonctionnelles. Entre autres, la RPD souhaite attirer des investisseurs, certainement étrangers, pour construire une grande usine de recyclage des déchets solides, activité plus que rentable, vu que la RPD produit plus de 3 millions de mètres cubes de déchets par an, qu'elle ne peut qu'envoyer en décharge pour l'instant. Or, les décharges actuelles arrivent à leur limite et ils veulent pas en refaire d'autres. Donc, ça serait un projet à la fois d'une grande importance en termes de protection de la nature, et c'est pas la matière première qui va manquer. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'investir là-dedans, vous gênez pas, hein, on est preneurs. Il est aussi prévu d'ouvrir 2 grosses usines cette année. Ferrum System, qui produira du brai de charbon sous forme liquide et solide, ainsi que des huiles de charbon. Donc c'est des produits dont tu as besoin pour faire des liants, des choses comme ça. Le lancement de cette usine de transformation de résine devrait créer environ 250 emplois, et à pleine charge, l'usine pourra traiter jusqu'à 11 tonnes de goudron de houille par mois. L'autre usine dont le lancement est prévu est Donplast, qui devrait fabriquer des produits, entre autres en matière plastique, mais pas seulement, avec une gamme de plus de 500 types de marchandises, et il est prévu d'augmenter l'activité économique dans l'industrie chimique de 20% en 2019 par rapport à 2018. Donc ça avance bien. Ça avance bien. Il y a, semble-t-il, aussi de nouveaux débouchés qui vont s'ouvrir avec une nouvelle ligne de production dans l'usine de machines-outils pour l'industrie minière qui est située à Yassino-Vataya. Et aussi l'industrie pharmaceutique. En RPL, là, ils sont en train de passer des lois pour... tout ce qui est licence, agrément, vérification de la qualité des produits pour de la production de médicaments. Donc ça avance dans les 2 républiques, ça avance, voilà. Mais c'est vrai que c'est très très dur d'obtenir des chiffres à cause de la situation militaire. Voilà, je peux donner que des petits indicateurs comme ça un peu éparpillés, je suis désolée. Mais bon, ça vous donne une petite idée quand même. Hein. Donc l'économie se remet, on le voit de toute façon dans les redistributions, les augmentations des retraites, des choses comme ça, qui montrent bien que si ça augmente, c'est que les revenus de l'État augmentent. Je veux dire, c'est clair, sinon ça ferait des déficits et voilà. C'est pas bon en temps de guerre. Non, pas vraiment. On va revenir à la situation du centre représentatif des RPD en France. Si nos auditeurs se souviennent, donc en septembre 2018, il y avait eu ce jugement qui avait débouté la demande du procureur d'Aix-en-Provence de fermer le centre représentatif de la République populaire de Donetsk en France. Au début, il semblait qu'ils avaient renoncé à faire appel, mais finalement, non, ils ont bien fait appel. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils ont fait appel fin septembre, mais on a eu l'information assez tardivement. Ils ont pris un petit peu leur temps. Et donc le procureur, de nouveau, demande la dissolution de l'association. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le schmilblick, donc je rappelle, en 2017, donc, il y a eu une association de loi 1901 qui a été créée à Marseille, qui est le centre représentatif de la République populaire de Donetsk en France. Très vite, bien sûr... Kiev n'a pas vu ça d'un très bon œil. Ils ont fait beaucoup de pression sur les autorités françaises pour qu'elles fassent fermer le centre. Le Quai d'Orsay avait alors poussé le procureur d'Aix-en-Provence à lancer une procédure judiciaire pour demander la dissolution de l'association parce qu'elle représentait prétendument un trouble à l'ordre public national et international. Oui, il n'avait pas peur des hyperboles, le procureur. C'est un peu du grand n'importe quoi. Ouais. Voilà. Après plusieurs mois d'attente et de report d'audience, le jugement est tombé en septembre 2018 où le procureur s'est fait débouter et bien dans les longueurs, puisque le juge du tribunal de grande instance a constaté que les hyperboles du procureur n'avaient pas grand-chose à voir ni avec la réalité ni avec le droit, et que fermer le centre représentatif serait une atteinte à la liberté d'association, et que ce dernier ne prétendait pas être une ambassade, comme le déclarait le procureur. Une ambassade. Voilà. L'ambassade, par contre, elle bel et bien officielle ukrainienne, avait alors protesté suite à ce jugement, qui lui était pas franchement favorable, et avait poussé le procureur à faire appel, et donc il a obéi comme un bon petit chien-chien.
Alors, le truc qui est assez space, quand même, c'est que, alors que le jugement qui avait été rendu en septembre a quand même été étayé sur une bonne dizaine de pages. Ah oui. Donc, un jugement qui est étayé comme ça, quand même, c'est que... Oui, il y a de la juge, matière. il a bien... Argumenté. Bien argumenté, bien justifié son jugement. Donc, tu as quand même peu de doute sur l'issue d'un appel. Quand tu vois un jugement qui est argumenté comme ça, tu te doutes bien qu'il y a peu de chances que tu obtiennes un jugement différent si tu redemandes la même chose. Ah bah, c'est bien d'accord. Et ben, le truc complètement dingue, c'est que le procureur d'Aix-en-Provence a décidé de redemander la même chose, avec exactement les mêmes arguments que ceux qui ont été rejetés par le juge en septembre. Ça fait des dépenses de justice. Ouais, c'est bien. Les gens voient à quoi sont utilisés leurs impôts. Tu vois, relancer une procédure inutile qui a quand même 9 chances sur 10 d'aboutir à un nouveau niet. Ou à une violation caractérisée des libertés fondamentales. Ou à une violation caractérisée du droit français. Le tout avec leur pognon. Vous voulez savoir à quoi dépense votre argent, à quoi le gouvernement dépense votre argent? Voilà, ce genre de conneries. Pour faire plaisir à Kiev, quoi. Pour faire plaisir à une bande de néo-nazis. C'est magnifique, quand même. Hein. Je pense que les gens apprécieront. Oui, la prochaine fois, on leur enverra la facture à Kiev. Hein. Voilà. Bah, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça plus que bizarre. Donc, bon, Hubert Fayard, qui est donc le président du centre représentatif, m'a envoyé des informations et m'a dit non, il a vraiment... quasiment mot pour mot ce qu'il avait envoyé l'année dernière, quoi. Il a rajouté quelques phrases de plus, mais pour en rajouter dans le machin, il a joué les violons, quoi. C'est du délire, son truc. Donc ça, pour moi, ça m'a... Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, pourquoi risquer d'aller se prendre une deuxième humiliation publique sans faire un minimum d'effort pour essayer de changer un peu la donne? Parce que en présentant exactement les mêmes arguments que lors de la requête initiale, on est bien d'accord que, sauf si on tombe dans la 4e dimension, t'as normalement toutes les chances d'obtenir le même jugement. Je veux dire, si tu... Enfin, c'est une question de logique, hein, je sais pas. Hein. Oui, absolument. Pour moi. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, moi j'ai interrogé Hubert Fayard là-dessus. Pour lui, c'est une fuite en avant de la France pour faire plaisir à Kiev et tenter de sauver la face. Ils pensent que pour eux, peu importe pour eux de perdre, ils tentent une dernière attaque pour satisfaire les demandes des autorités ukrainiennes complètement désarçonnées par la décision des juges d'Aix-en-Provence. Il se dit assez confiant parce que justement la décision de septembre est très bien argumentée. Et lui aussi d'ailleurs a trouvé très surprenant que les conclusions du procureur soient identiques à celles de la première instance. Bon, pour lui, ça semble souligner que le procureur n'a pas l'air d'être très motivé pour aller se prendre une deuxième fessée déculottée. Ce qui peut se comprendre, soit dit en passant. Hein. Genre, vu qu'on l'envoie au casse-pipe pour aller se ridiculiser une deuxième fois, je pense qu'il a dû se dire pourquoi me faire chier. Il a pris le truc, il a fait une photocopie, il a envoyé. Quoi, tu vois. Voilà. Autre facteur qui, pour Hubert Fayard, risque de jouer dans la décision des juges, c'est que le centre représentatif de la RPD n'est pas le seul à se trouver dans une situation comme ça. Parce qu'en fait, là où ils essaient d'argumenter, c'est en disant oui, mais c'est un pays qui n'est pas reconnu par la France. Sauf que c'est pas le seul pays qui est dans ce cas. Et qu'en France, on a une représentation du Tibet, de la Catalogne, du Haut-Karabakh, de la Palestine. Ah oui, là ça fait... Ouais. Et qu'un jugement défavorable face au centre représentatif de l'RPD pourrait mettre en danger ces représentations de pays non reconnus parce que ça ferait jurisprudence. Ouais. Je suis pas sûr que pour les beaux yeux de l'Ukraine, la France soit prête à prendre le risque d'offrir une jolie jurisprudence comme ça à des pays comme la Chine. Oui, c'est presque certain. Pour attaquer la représentation tibétaine, tu vois. Bon, c'est vrai que comme l'a dit Hubert Fayard, chaque représentation a des statuts et formes juridiques différents. Mais bon... Là, quand même, ça ferait très très mal. Je pense que les conséquences diplomatiques et médiatiques pour la France seraient quand même extrêmement désastreuses. Hein, parce que... je pense dire c'est aussi ce qui explique le manque de motivation du procureur. Oui, sans doute. Oui. Tu le fais pour la forme, mais enfin, tu te fais pas trop chier. Bon, maintenant, le risque zéro n'existe pas. Hein. Moi, surtout avec ce que je vois depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, où je vois qu'on met des gens en tôle pour 6 mois ferme.
Alors que Benalla est dehors, ou que des violeurs de gamines se prennent 4 mois avec sursis parce qu'ils n'ont pas les bons codes culturels. Oui, aussi, oui. Donc bon, je me dis que tout est possible hein, en France désormais. Donc soit, on verra bien, soit la justice est devenue une justice aux ordres du gouvernement, mais alors dans ce cas-là, ils vont se prendre un coup de boomerang dans la gueule. Je suis assuré que des pays comme la Chine vont se frotter les mains. Soit ils vont se faire humilier une deuxième fois. De toute façon, ils sont perdants. Hein. De toute façon. Je pense qu'il ferait mieux de se barrer, décidément. Il ferait mieux d'obéir aux injonctions des Gilets jaunes et de démissionner parce que ça leur évitera l'humiliation publique intégrale. En tout cas, j'espère que les juges d'Aix-en-Provence continueront à dire le droit comme ils l'ont fait en septembre 2018 et que les pressions du gouvernement français n'influenceront pas le futur jugement en appel. Je croise les doigts pour ça. Alors, si on regarde la situation électorale en Ukraine, j'avais une bonne nouvelle qui est redevenue une mauvaise nouvelle. Je vous avais parlé de ces histoires d'observateurs russes qui avaient été refusés pour les élections ukrainiennes. Et que l'OSCE avait finalement elle-même envoyé une invitation à la Russie pour avoir des observateurs russes au sein de l'équipe d'observateurs de l'OSCE. Et l'Ukraine a refusé. Elle a dit non, on confirme, on veut pas de Russes. Ce qui fait un petit peu peur là, parce que là, on a un expert russe, là, le fameux Ruslan Bortnik, que j'ai déjà cité plusieurs fois, qui, je rappelle, est directeur de l'Institut ukrainien d'analyse et de gestion politique, qui a déclaré à la télé que là, à jouer à ce petit jeu-là, l'Ukraine pourrait voir l'OSCE refuser de surveiller l'élection présidentielle ukrainienne, ce qui serait quand même un gros coup dur, parce que si l'OSCE refuse de jouer les observateurs, niveau légitimité, oui. Ça va être un peu dur là. Oui. Surtout à côté de ce qui s'est passé au Venezuela en termes d'élection. C'est ça quoi. Donc il a dit, Ruslan Bortnik, que l'Ukraine se trouve dans une situation difficile et si nous continuons à insister sur cette question, l'OSCE pourrait choisir de ne pas surveiller les élections, puisqu'il a quand même fait remarquer que l'OSCE ne considérait pas la Russie comme l'État agresseur dans la guerre du Donbass, ce qui est logique. Il n'y a pas d'État de Russie, d'occupant russe ici. Voilà, il a quand même rappelé, nous n'avons pas rompu les liens diplomatiques avec la Russie, de sorte que l'OSCE ne considère pas la position de l'Ukraine comme cohérente. Il n'y a pas que l'OSCE, toute personne dotée de 2 neurones dans l'état de fonctionnement considère que c'est pas cohérent. Vous pouvez pas dire que vous êtes en guerre contre la Russie et maintenir des liens diplomatiques et commerciaux. C'est clair, oui. Faut arrêter les chocolats magiques. Voilà. Il a aussi rappelé que seul le Conseil de l'Europe avait considéré que la Russie était l'État agresseur, mais que toutes les autres organisations internationales, dont l'OSCE, ne considéraient pas que la Russie était impliquée dans le conflit ici. C'est quand même rassurant quand même sur l'état de ces organisations internationales, c'est moins pire que ce qu'on pourrait penser. Au final, oui. Par contre, c'est mauvais pour le Conseil de l'Europe, par contre. Oui. En tout cas, pour Ruslan Bortnik, l'Ukraine devrait suivre la voie des négociations et d'engager un dialogue sur les candidats russes à la mission d'observation. Il a proposé de prendre des personnalités publiques. Et pour lui, il est convaincu que la présence d'observateurs russes n'influencera en aucune façon le processus électoral. Oui, c'est sûr, ça influencera beaucoup moins que les observateurs néo-nazis, ça c'est certain. Il n'y a pas de doute, oui. C'est pas les observateurs russes qui vont aller agresser les votants. Donc, cette analyse de Ruslan Bortnik fait suite au fait donc le 18 janvier, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, avait déclaré que Moscou avait bien reçu une invitation de l'OSCE à envoyer des observateurs pour surveiller l'élection présidentielle ukrainienne qui, je rappelle, est prévue le 31 mars. Mais un peu plus tard, c'est la vice-ministre des Affaires étrangères russe, le vice-ministre des Affaires étrangères Alexandre Grouchko, qui avait dit que donc il prévoyait d'envoyer ses observateurs dans le cadre d'une délégation de l'OSCE, donc ce qui semblait logique. Et donc ils avaient même commencé à élaborer une liste
Donc c'est la commission centrale électorale russe qui avait dressé une liste déjà de 14 candidats potentiels. Et puis, entre-temps, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Pavel Klimkin a déclaré dans une lettre adressée à Ingeborg Solrun Gisladottir, directrice du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE, que Kiev n'accepterait pas de citoyens russes comme observateurs. Voilà. Et donc mercredi, la commission électorale centrale ukrainienne a appelé les autres pays et organisations internationales à prendre en considération la position de Kiev, réaffirmant que l'Ukraine considérait la Russie comme un pays agresseur et poursuivrait tous ceux qui traverseraient la frontière dans le but de nuire aux intérêts du pays. Alors, si vous voyez les annexions ukrainiennes, c'est nuire aux intérêts du pays. Je pense que vous avez une bonne idée de l'état de la démocratie en Ukraine. Et je mets des très gros guillemets. Voilà. Je pense que c'est un commentaire.